Salut tout le monde, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actualité des grands championnats européens à retrouver chaque lundi sur la chaîne YouTube d'Eurosport France. Je suis Arthur Merle et je suis très content de vous retrouver pour la dernière de l'année 2025. Voici le programme. On commencera en Ligue 1 avec un petit débrief de ce qui s'est passé entre Marseille et Monaco dimanche soir et une petite projection surtout. Le RC Lens est leader à la fin de l'année. Peuvent-ils être champions? C'est sans erreur. On va demander ça à Elton. On ira ensuite en Première Ligue pour parler avec Philippe Auclair du Aston Villa d'Unai Emery qui n'en finit plus de gagner. L'entraîneur espagnol peut-il encore faire des miracles avec une équipe? On posera cette question à Philippe. L'Espagne ensuite avec Xabi Alonso qui s'est acheté un petit sursis dimanche soir avec le Real, victoire 2-1 contre Alaves. Mais on va surtout s'intéresser à Antoine Griezmann et à sa nouvelle vie aux Français qui commence beaucoup de matchs sur le banc mais qui a fait gagner son équipe ce week-end. On parlera de tout ça avec Anna Caro. Et puis on terminera en Serie A avec Guillaume Pacini qui va nous parler de la course au titre complètement folle, extrêmement serrée en Italie. Et puis on fera un gros focus sur la Fiorentina qui est en plein cauchemar. Ils visaient l'Europe, ils sont désormais à la lutte pour le maintien. La ville est en feu, on va poser toutes ces questions à Guillaume. Voilà pour le programme, le rappel c'est toujours le même, vous pourrez retrouver les meilleurs moments de cette émission en petite pastille vidéo sur eurosport.fr. On est bon, c'est parti. Allez, on commence ce tour d'Europe en Ligue 1 et je suis très content d'avoir sur le plateau avec moi Elton Mokolo. Salut Elton, comment ça va? Salut Arthur, salut à tous. Elton, encore beaucoup de choses à se raconter sur cette journée de Ligue 1. On est assez gâtés quand même cette saison. On va commencer par le débrief de cette rencontre entre Marseille et Monaco. Victoire de l'OM 1-0, mais on est sur une semaine où la réussite a quand même souri à nos amis marseillais. Pour le coup, Arthur, je vais citer un ancien philosophe, un philosophe argentin, accessoirement ancien coach de l'Olympique de Marseille, Marcelo Bielsa. À la fin, tout s'équilibre parce que l'Olympique de Marseille, au cours du mois d'octobre, avait connu une semaine où ils avaient manqué de réussite contre le Sporting et contre le RC Lens. Et à l'époque, on avait dit quoi? On avait dit que ça avait manqué de réussite sur ces deux matchs. Ouais. Quand bien même ils avaient mené, mais à la fin, tout s'équilibre parce que là, on est sur une semaine où clairement la réussite est du côté de l'Olympique de Marseille. Que ce soit mardi face à l'Union Saint-Gilloise, match capital pour la Ligue des Champions, et là un match au sommet entre guillemets de Ligue 1 face à l'AS Monaco, alors que l'Olympique de Marseille avait attaqué ce match en étant quatrième. Ouais. Qu'est-ce que tu penses toi de cette petite polémique sur le but refusé à Folarin Balogun? Hors-jeu passif, pas Folarin Balogun, à Lamine Camara, mais hors-jeu passif de Folarin Balogun. Tu t'es un peu choqué de ça? Alors écoute Arthur, au départ, c'est de l'incompréhension parce que moi je me focalise davantage sur la frappe de Camara et je me dis Balogun n'est pas là. Ouais. Et après, notamment après l'explication, notamment Balogun qui intervient notamment face à Aguerd, et forcément oui, c'est sévère, mais c'est comme ça dans la mesure où Aguerd ne peut pas passer sur cette action et donc ça a une importance. Donc pour le coup, c'est une décision qui a été, selon moi, bien jugée a posteriori. On va toucher un petit mot du Paris Saint-Germain qui jouera mercredi en Coupe intercontinentale. Paris qui s'est imposé en se faisant un peu peur quand même, en tout cas en se facilitant pas la tâche, 3-2 contre Metz. Mais l'histoire de ce match, c'est peut-être celle d'Ibrahim Mbaye, de la jeunesse parisienne en général, mais d'Ibrahim Mbaye en particulier. But contre Rennes, là il met 2 passes D contre Metz. Est-ce qu'on est sur un acte de naissance de Mbaye? On va dire que c'est le cadeau de Noël offert par Ibrahim Mbaye avant de partir à la CAN avec le Sénégal, où il a été appelé pour sa première grande compétition. C'était l'un des enjeux de Luis Enrique, donner beaucoup plus de continuité avec ce fameux mercato interne, et donc en regardant davantage vers la formation, Ibrahim Mbaye a eu des moments de bons, notamment sur ce match contre le Barça, des moments où ça a été moins bon. Il y a même eu une redescente, entre guillemets, chez les jeunes, mais pour autant, il est bien revenu à l'occasion de ce match contre Rennes avec ce but magnifique, et enfin sur un match face à Metz qui, sur le papier, paraissait abordable, mais encore il fallait se le rendre, entre guillemets, un peu plus facile. Oui, le PSG gagne 3-2, mais toujours est-il que Ibrahim Mbaye a été déterminant, a été important. Et ce titre d'homme du match est quand même mérité pour moi. Elton, on va redescendre au classement, bien redescendre même, parce qu'il y a une équipe dont il faut qu'on parle, c'est le FC Nantes. Ça a beaucoup bougé autour des Canaries ces derniers jours. Changement d'entraîneur, Ahmed Kantari qui débarque. Match contre Angers vendredi, défaite 4-1. Nantes n'en finit plus de perdre.
Quelle va être la solution? Est-ce que tu vois une lueur d'espoir quelque part pour ces Nantais? Écoute, pour moi, Arthur, le constat est implacable. Nantes, sur cette première partie de saison, est le bonnet d'âne de la Ligue 1. Parce que j'aime répéter cette phrase d'Arrigo Sacchi, on joue comme on s'entraîne comme on est dirigé. Et là, pour le coup, c'est un raté, c'est un échec de club, pas un échec d'entraîneur avec seulement Luis Castro. Pourquoi? Parce que l'été dernier, du côté de Nantes, on a décidé de faire un reset par rapport au projet en mettant en avant cette idée de formation, cette idée de post-formation et de donner davantage de confiance à la jeune génération. On le savait qu'à partir du moment où Nantes avait connu une dernière saison qui avait été plutôt compliquée, on le savait qu'il y aurait des moments de doute, il y aurait des moments difficiles. Force est de constater que ce reset ne fonctionne pas, ok, mais toujours est-il que le premier fusil, celui qui saute, c'est l'entraîneur. Et j'ai pas eu le sentiment qu'on a donné les moyens des ambitions à Luis Castro. Et là, on nous annonce qu'au cours du mercato hivernal, on va recruter davantage d'expérience. Donc par rapport au projet initial, par rapport au projet estival, c'est un raté. Et j'ai le sentiment que Nantes ne s'en sort pas. Nantes est toujours dans un cercle vicieux. Arthur, c'est 22 entraîneurs en 18 ans. On ne peut pas travailler comme ça. On ne peut pas travailler comme ça. Et le seul mérite de se dire que Nantes va rester en Ligue 1, à un moment donné, ça a ses limites. Pour quel projet, pour quelle cohérence et pour quel avenir surtout? Bon, il y a une équipe où on a envie de se dire on peut travailler comme ça. En revanche, c'est le RC Lens. Le RC Lens, leader de Ligue 1 après 16 journées. Alors, on est presque à la mi-saison. Donc, en tout cas, c'est le leader à la fin de l'année 2025. Est-ce que Lens peut être champion, Elton? Je ne vais pas passer par quel chemin. Est-ce que tu visualises un monde où le RC Lens est champion en fin de saison? Forcément, c'est la question que tout le monde se pose à partir du moment où Lens va terminer l'année en tant que leader du championnat. Et tu as un match du titre honorifique de champion d'automne. Pour autant, je continue de penser que le PSG, pour moi, va être champion. Mais Lens sera dans la course pour moi. Mais je ne vois pas le RC Lens champion parce que j'ai un sentiment qui est quand même paradoxal, à savoir qu'il y a quand même une marge de progression dans cette équipe. Ouais. Et même Pierre Sage l'a expliqué notamment lors de ses différentes interventions médiatiques. Et qu'ils ont quand même bien optimisé leur calendrier. Ils ont bien optimisé leur match. Ça a souvent tourné en leur faveur. Alors attention, ça n'est absolument pas une critique. Il faut aussi aller chercher notamment cette capacité justement à faire tourner les matchs en sa faveur. Et de là à penser que Lens pour moi va être champion, je n'irai pas jusque-là parce que je m'attends à une montée en puissance du PSG. Et toujours est-il que Lens est clairement un candidat au podium pour moi. Il n'y a pas pour toi l'argument du Paris Saint-Germain qui va enchaîner aussi les matchs de Coupe d'Europe, là où Lens va avoir un calendrier plus dégagé. Pour toi, ça va pas spécialement rentrer en compte? Écoute Arthur, il y a aussi la notion de calendrier que j'ai envie de mettre en avant. Tu auras la réception du PSG, mais à côté de ça, tu vas devoir te déplacer au Vélodrome, tu vas devoir te déplacer notamment du côté du Parc OL, tu vas devoir te déplacer du côté du LOSC. Donc j'ai tendance à penser que pour moi, la deuxième partie de calendrier, en termes de déplacement, sera plus compliqué que la première partie de tableau où tu as quand même reçu très souvent tes concurrents directs. On a quand même un RC Lens qui est, en tout cas, dans les clous en termes de moyenne de points de ce que font les champions ces dernières saisons. Donc ça, c'est quand même à souligner. Il y a autre chose, c'est les individualités qui portent ce RC Lens. On ne sait même pas par qui commencer. Exactement. On avait envie de parler de Florian Thauvin, on pourrait parler d'Hudson-Edouard. Peut-être que c'est Mathieu Hudol qui fait le plus parler de lui ces derniers temps. Incroyable première partie de saison. Là, c'est une première partie de saison qui est pour moi inattendue et qui symbolise... on pourrait mettre beaucoup de noms sur le mercato lensois. Mais enfin, quand même, on parle de Mathieu Hudol qui était du côté de Metz, qui était en deuxième division, qui fait le forcing pour arriver au RC Lens. On parle d'un joueur qui a été quand même marqué par de graves blessures. Ça, il faut quand même le préciser. Et là, qui arrive, il est comme dans un poisson dans l'eau et il est déterminant. Parce que, sincèrement, dans l'album photo de la première partie de saison du RC Lens, on voit très souvent Mathieu Hudol avec, en point d'orgue, ce doublé de passes décisives face à l'OGC Nice. Donc, pour moi, c'est une première partie de saison qui est quand même extraordinaire du côté de Mathieu Hudol. Au point même, Arthur, tu me vois venir, c'est que, bien sûr, à un moment donné... Même pas besoin de poser la question. Il est sur le côté gauche. On sait que sur le côté gauche de l'équipe de France, on cherche quand même des solutions. Tout n'est pas figé. On se prend à rêver. On se prend à rêver d'un Mathieu Hudol avec possiblement une cape en équipe de France. Même lui en a parlé. Donc, à un moment donné, moi, je me dis, le RC Lens, leader du championnat, Mathieu Hudol est clairement de loin le meilleur latéral gauche sur cette première partie de saison. Oui. Et je te dis ça dans un championnat où on a quand même
un Nuno Mendes Ouais, on a qui dit était oui. quand même dans le top 10 du Ballon d'Or, même si Nuno Mendes, mes amis parisiens, a été quand même beaucoup absent. Et Mathieu Hudol, oui, on se prend à rêver d'une possible cape en équipe de France. Elton, un dernier mot, parce que ce qui saute aux yeux aussi au classement, en tout cas quand on regarde le haut de tableau, c'est peut-être la position de l'Olympique Lyonnais par rapport à ce qu'on attendait en début de saison. L'OL est cinquième, 4 points d'avance sur des équipes comme Strasbourg, comme Monaco. C'est pas là où on les attendait, on a suroptimisé ce qu'on pouvait faire à Lyon là sur cette première partie de Arthur, saison. moi j'ai quand même envie de mettre en avant la santé sportive de l'Olympique Lyonnais. Pourquoi je parle de santé sportive? Parce qu'on parle d'une équipe qui, encore une fois, on est obligé de rembobiner, n'en était pas à ces considérations-là au mois de juin dernier, Ouais. quand il y avait notamment cet arbitrage par rapport à la DNCG, une possible relégation administrative. Et pourquoi je parle de santé sportive? Parce qu'on parle d'une équipe qui est à la fois cinquième en Ligue 1 et également leader en Europa League. Ouais. Tout le monde aurait signé pour ça. Je n'oublie pas qu'un an avant, l'Olympique Lyonnais galérait notamment pour aller chercher ce top 5 en Ligue 1 et n'était pas forcément leader en Europa League. Et là, avec une équipe amputée de beaucoup de joueurs, que les cités, que ce soit Lacazette, que ce soit Ryan Cherki pour ne citer que, et ben, l'Olympique Lyonnais a quand même trouvé des moyens justement pour rester compétitif, quand bien même les matchs peuvent être difficiles, quand bien même il y a beaucoup de 1-0, toujours est-il que l'Olympique Lyonnais est cinquième avec cette perspective. Bah, regardez devant au final avec l'idée, l'espoir qu'il y ait quand même ce mercato interne Oui. avec notamment les retours de Fofana, les retours de Noama, retour d'Aurel Mangala, qui sait, Mhm. et ce fameux mercato externe avec, on parle notamment de l'arrivée d'Hendrick. Ouais, ça pourrait changer des choses. On va suivre l'OL sur cette seconde partie de saison. Merci Elton pour ton analyse. On s'arrête là, nous, dans l'analyse de la Ligue 1 pour 2025. On te retrouve en 2026. Et puis nous, on va rejoindre Philippe Auclair en Première Ligue. Il n'y a plus qu'à souhaiter de bonnes fêtes et en espérant revenir avec beaucoup d'actualités en Ligue 1. Allez, on poursuit ce tour d'Europe en Angleterre et on rejoint Philippe Auclair, notre spécialiste Première Ligue. Salut Philippe, j'espère que ton week-end s'est bien passé. On va prendre le temps, comme on l'a dit en introduction, de parler du Aston Villa d'Unai Emery, mais avant, on est obligé de faire un petit peu comme chaque semaine, prendre des nouvelles de Liverpool et de Mohamed Salah. Victoire ce week-end, Mohamed Salah qui rejoue de l'extérieur, c'est presque un retour à la normale, Philippe. De l'extérieur, on va dire que le malade se porte un petit peu mieux. Il demeure malade. On sait comment ça va se terminer, mais il y Ouais. a un petit mieux. En l'occurrence, il y a un petit mieux, surtout. Enfin, un petit mieux. Mo Salah était sur le banc, hein, Oui, tout à pour fait. rappel, pour ce match, auquel il avait convié d'ailleurs sa maman d'assister et ses amis d'assister, parce que ce serait peut-être, et ça sera sans doute sa dernière à Anfield. Et puis bon, le hasard et une petite blessure a fait que il a dû entrer en jeu dès la 29e minute. Et en fait, il a été bon. Et en fait, il a pas été le meilleur homme du match, hein. Bien évidemment, celui qui a crevé l'écran, entre guillemets, c'est Hugo Ekitike. Mais dont le deuxième but a Salah à l'origine. Ça a permis au public d'Anfield de chanter sa chanson à nouveau. Ça a permis à Mo Salah de verser quelques larmes qui n'étaient pas des larmes de crocodile du Nil, tu m'excuseras, en l'occurrence, mais visiblement il y avait beaucoup d'émotions. Donc les choses sont rentrées dans la normale. Je vais dire, c'est plutôt une espèce d'apaisement après la tempête, mais on sait quelles seront les conséquences de cette tempête. Là, ça y est, maintenant, Mo Salah va partir rejoindre l'Égypte pour la CAN. Il est peu probable, je pense, qu'on le revoie sous le maillot de Liverpool au retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Enfin, au moins, ça aura permis de mettre un petit peu de baume sur les blessures. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui étaient attristés. Je crois que nous étions tous attristés par ce qui s'était passé, par le fait que Salah, en se mettant en porte-à-faux avec ses dirigeants, avec ses coéquipiers, avec son entraîneur, était en fait en train de menacer son héritage, son legs à Ouais. Anfield. Lui, l'un des plus grands joueurs, si ce n'est le plus grand joueur de l'histoire de ce club, avec Kenny Dalglish, je dois toujours ajouter ça. Mais le fait est que ça, je te dis, ça a mis un petit peu de baume sur la blessure, mais ça ne signifie pas que la blessure est cicatrisée, qu'on doit pour continuer comme auparavant. Non. Simplement, ça a remis un petit peu d'ordre dans les choses et ça a permis un petit peu de désamorcer un petit Ouais. peu ce climat délétère dans lequel on vivait depuis la fameuse intervention de Mo Salah en zone mixte, intervention de 7 minutes pendant laquelle il avait massacré absolument tout le monde au club. Là, les choses sont rentrées
dans l'ordre, d'une certaine manière. Enfin, ne vous faites pas d'illusions, les gars, supporters de Liverpool. Je pense que Mo Salah, il est peu probable que vous le revoyiez sous le maillot des Reds lorsque nous serons au mois de janvier. Ouais, ça reste bien triste. Bon, on va zapper un petit peu la course au titre pour une fois. Arsenal, City se sont imposés tous les deux. Il y a une autre équipe dont on a envie de prendre des nouvelles parce qu'on en avait parlé il y a quelques semaines dans Tour d'Europe. C'est le Sunderland de Régis Lebris, victorieux Ouais, ce week-end. Et on retrouve les Black Cats, 7e à 2 points des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Ça continue de ouais. très bien marcher. Ben ouais, et pour Newcastle, par contre, c'était moins bien, hein. Je ne sais pas si jamais tu avais Ouais, ouais, été ouais. puni et qu'on t'avait condamné à regarder ce match, parce que ça n'a pas été quand même un grand classique. Mais Newcastle, mais catastrophique, et au Ouais. point que Eddie Howe s'est excusé, que les joueurs se sont excusés après. Bruno Guimaraes a eu des mots très très durs vis-à-vis de ses coéquipiers après cette défaite. Bon, le fait est que le but qu'il se prenne, qui est un magnifique contre son camp, de Voltemade. C'est vraiment un des candidats. Je crois qu'on a eu 4 buts contre son camp ce week-end en Première Ligue, c'est beaucoup. Mais celui-là, c'était de loin le plus beau de la journée. C'est également, je pense, le plus beau de la saison. Un superbe coup de tête sur un corner. Malheureusement, du mauvais côté, évidemment. Tu peux imaginer comment ça a été célébré au Stadium of Light. Bon, c'est Newcastle, c'est l'ennemi juré. C'est l'équipe contre laquelle il ne faut surtout pas perdre. Et puis alors, quand tu gagnes, là, c'est une explosion de joie extraordinaire. Enfin, ce qui se passe à Sunderland, de toute façon, c'est invraisemblable. Je crois qu'on en a touché 2 mots, mais quand tu vas là-bas et que tu compares le Sunderland de 2025, de la fin de 2025, avec le Sunderland d'il y a 2 ans ou 3 ans, je parle de la ville elle-même. C'est comme si jamais tu étais dans un autre univers. Ça a complètement tout Ouais. changé. C'est incroyable comme ce club vit en osmose avec sa ville et réciproquement, ça va de soi puisque c'est une osmose, mais lorsque le club va bien, et c'est le cas en ce moment grâce à Régis Lebris et à son groupe de franchise, et pas seulement de franchise, euh, toute la ville renaît. C'est là où tu vois l'importance du football dans une ville comme celle de Sunderland, One Team City. Et quand en plus de ça, tu gagnes avec un contre son camp, je pense que quand tu es fan de Sunderland, c'est encore plus jouissif Encore plus et que savoureux. tu es devant, ah ouais, tu es 4 points devant Newcastle, l'ennemi juré. Tu n'as pas encore assuré ton maintien, mais tu es plus que bien parti pour le faire. On est au-delà de tous les espoirs qu'on fondait sur cette équipe de Sunderland au début de la saison. Et encore une fois, chapeau à Régis Lebris. Bon, de toute façon, lui, il va avoir droit à sa statue à Sunderland, tel que les choses sont parties. Il ne faudra pas qu'il reste trop longtemps, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui vont s'intéresser à son cas après ce qu'il avait fait l'année dernière et après ce qu'il fait Ouais. cette saison. C'est tout à fait remarquable. Bon, autre entraîneur qui fait des choses remarquables, mais entre guillemets, on a plus l'habitude venant de lui, puisqu'on le Mm. voit depuis beaucoup plus longtemps, c'est Unai Emery avec Aston Villa. Euh, Aston Villa, après cette nouvelle journée, est à 3 points du leader. Les Villans, ils sont à 6 victoires de suite, ils sont dans une forme époustouflante. Et on rappelle quand même d'où ils viennent, on rappelle leur début de saison. Ouais, Ils avaient gagné aucun des 5 premiers matchs de la saison, il y avait beaucoup de critiques. exact. Qu'est-ce qui a changé entre le Aston Villa du début de saison et celui qui enchaîne les victoires? Et à quel point cette équipe aujourd'hui est redoutable et redoutée en Angleterre? Alors, réponse à ta première question, qu'est-ce qui a changé? Et la réponse paradoxale, c'est rien. À savoir que Unai Emery n'a pas paniqué du tout. Ouais, À savoir que en fait, il a sa méthode. On sait que c'est quelqu'un qui est très pointilleux, quelqu'un qui base son travail avant tout sur l'organisation tactique de son équipe. Euh, il y avait quelques joueurs qui étaient un petit peu en deçà. Le groupe n'était pas aussi soudé qu'il l'avait été la saison précédente. Je pense d'ailleurs que la saison précédente leur avait fait mal. Tu te souviens de cette dernière journée du championnat d'Angleterre? oui, oui, Que Aston Villa est en position pour participer à la Ligue des Champions pour la deuxième année de suite avec Unai Emery, lorsqu'il y a ce but qui est refusé à 0-0 à Old Trafford, et qui, si le but est accordé, si Aston Villa l'emporte à Old Trafford, Aston Villa va en Ligue des Champions. Ce but est refusé à tort, au point que d'ailleurs la nation arbitre anglais s'en était excusée ouais. auprès d'Aston Villa. Tu te rends compte? Et donc, ils perdent leur place en Ligue des Champions à cause de cette erreur d'arbitrage. Donc, j'imagine que ça avait fait très, très mal. Et là, il a eu le temps à se ressouder. Mais Emery, au lieu de paniquer, il a fait de l'Emery. C'est-à-dire que je travaillais fort, je travaillais dur. Si jamais ça ne marche pas, c'est que je ne travaillais pas encore assez fort et pas assez dur. Et donc, il a remis
comment dire, son métier. Je cherche l'expression, tu sais, c'est un peu comme Pénélope et sa tapisserie. Il est revenu à son métier à tisser et il a recommencé plus vite, plus fort. Et la série de résultats depuis, c'est dingue. 15 victoires en 17 matchs, toutes compétitions confondues. Tu te rends compte? Ouais, C'est en ouais, fait c'est énorme. c'est la plus belle c'est la plus belle série de l'histoire d'Aston Villa depuis 1914, ce qui ne nous rajeunit pas, et qui a été faite de manière très impressionnante dans l'esprit, dans la manière, dans la façon dont les joueurs sont impliqués là-dedans. Tu l'as encore vu à West Ham parce qu'ils sont menés au score par 2 fois. Et une équipe de West Ham qui va mieux avec Nuno Espirito Santo, hein, et devant son public, eh ben non, ils vont trouver les solutions et ils vont parvenir à gagner, donc à revenir maintenant, comme tu le dis, à 3 points du leader. Et tout d'un coup, on a une vraie course au titre dans laquelle on a le troisième larron qu'on n'attendait plus parce que on en était encore resté sur ce début de saison en se disant, non, ils sont pas dans le coup, ils étaient relégables, ça ne va pas le faire. Et puis tout d'un coup, les revoilà. D'autres équipes qui sont un petit peu plus, Arsenal qui est un peu juste en ce moment, on va dire ça comme ça. Ouais. Manchester City qui est un peu friable, qui va beaucoup mieux, mais qui reste quand même un petit peu friable, qui donne des opportunités à ses adversaires. Puis tout d'un coup, Villa qui est là et qui impressionne, avec quelques joueurs qui sortent du lot malgré tout, hein. Ouais, bah, il y en a un justement qui sort du lot, c'est Morgan Rogers qui a encore marqué 2 fois ce week-end. Morgan Rogers, le concurrent véritable de Jude Bellingham en équipe d'Angleterre. C'est un sacré joueur et un joueur sur lequel forcément toute l'Angleterre porte beaucoup d'attention parce que n'importe qui n'est pas le concurrent de Jude Bellingham en équipe d'Angleterre. Moi, je dirais que c'est plutôt Jude Bellingham qui est son concurrent à lui Oui, maintenant. tout à fait. Parce Il faut que inverser. Morgan Rogers a la préférence en ce moment de Tuchel. Et la raison pour laquelle il a la préférence, c'est en plus dans un rôle qui ressemble beaucoup plus, son rôle en club est beaucoup plus proche de son rôle en sélection que Ouais. Bellingham. Bellingham qui a un rôle un petit peu mixte et parfois pas très clair avec Xabi Alonso, je dois le dire. Mais Morgan Rogers, bon, tout va bien pour lui. Les statistiques sont là, mais c'est plus que les statistiques, c'est l'aura qu'il dégage. Là, on a encore vu combien il a pesé sur le match à West Ham. Les 2 buts sont absolument somptueux, mais dans des styles complètement différents. Le deuxième, bon, c'est la mine de l'extérieur de la surface. Il en a déjà mis quelques-unes comme ça. On connaît sa puissance de frappe, c'est assez remarquable. Mais le Ouais. premier, moi, je préfère encore le premier, je te dirais. Parce que recevoir le ballon au but comme il le fait de Tillmans, pivoter comme cela sur une pièce de 6 pence et parvenir à placer son tir en sachant très bien, en forçant pas trop, en sachant le mettre hors de portée du gardien, mais c'est du très grand art. Tu as Ouais. besoin d'avoir de la technique, de l'équilibre et de l'intelligence. Il a tout ça et en plus de ça, une puissance physique incroyable. Moi, je crois que lorsque Morgan Rogers part balle au pied depuis sa moitié de terrain, il est tout simplement inarrêtable. Je dis bien Ouais. inarrêtable, il faut faire faute. C'est un joueur énorme et Villa, franchement, peut se féliciter de lui avoir fait signer une nouvelle prolongation de contrat au mois de novembre, jusqu'en 2031. Parce que je peux te garantir qu'il faisait la queue à Villa Park pour essayer de l'avoir. Et quand je dis il, c'est des clubs comme Liverpool, c'est des clubs comme Manchester City, c'est des clubs comme Arsenal, qui sont là et qui aimeraient bien avoir un joueur de la trempe de Morgan Rogers. Ça te dit la dimension qu'il est en train de prendre avec Unai Emery, qui en plus de ça l'adore. Et c'est réciproque. Donc, ouais. Et je crois que pour Jude, c'est pas gagné, mon gars. Ah, si jamais tu vas Ouais. avoir ta place comme titulaire dans l'équipe de Thomas Tuchel, il y en a un qui est devant toi, il va falloir le dégager, celui-là. Ça va pas être simple. Ouais, on va le suivre, on va le suivre avec toi, ce duel à distance. C'est très intéressant, effectivement, pour les mois qui viennent. Bon, Philippe, merci beaucoup. Nous, on se retrouvera en début d'année, puisque c'est le dernier Tour d'Europe de l'année 2025. Il y aura pas mal de choses qui se seront passées d'ici là en Angleterre avec le Boxing Day. Ce sera un peu Ah plus oui. animé qu'en France. Donc, on aura pas mal de choses à débriefer. On te souhaite une très belle fin d'année. Et puis, nous, on va aller rejoindre Anna en Liga. Salut, Philippe. Allez, on poursuit ce tour d'Europe et on retrouve Anna Caro, notre spécialiste Liga. Salut Anna, j'espère que ton week-end s'est bien passé. On va commencer par prendre des nouvelles, forcément, du Real Madrid de Xabi Alonso. Courte victoire contre Alaves dimanche soir. Est-ce qu'il prolonge son sursis, Xabi Alonso, malgré le contenu très peu convaincant de ce qu'on a vu dimanche? Ouais, c'est clairement ça, c'est une prolongation de sursis parce qu'en fait, on sait plus ou moins que son sort est scellé
et que voilà, maintenant, ce qui sort dans la presse espagnole, c'est que l'avenir de Xabi Alonso est réglé, qu'il va partir, c'est sûr. Ouais. Seulement, le Real Madrid lui cherche un remplaçant et ils n'ont pas encore trouvé quelqu'un qui accepte de prendre ce poste parce que la situation est quand même un peu compliquée, hein. Donc malgré cette victoire contre Alaves, il y a, enfin, il y a du positif dans le sens où Rodrigo a encore marqué. Il avait marqué contre Manchester City et avant, deux, il avait été énormément critiqué parce que ça faisait plus d'un an qu'il n'avait pas marqué avec le Real Madrid. Donc on était quand même sur une très très longue Ouais. disette. Donc il y a ce côté-là positif. Il y a aussi le fait que Vinicius a fait un câlin à Xabi Alonso quand il est sorti. Donc voilà, on sait que les deux ne s'entendent pas forcément très bien. Mais voilà, ce que titrait la presse madrilène ce matin, c'est que finalement, c'est juste une bouffée d'oxygène pour le Real Madrid qui est clairement sous pression ces dernières semaines, mais sans pour autant que ça ne fasse changer vraiment le cours des choses pour Xabi Alonso. Dans les noms dont on entendait parler pour l'après Alonso, avant même la défaite contre Manchester City, il y avait encore celui de Zidane, Zinedine Zidane qui revenait, Jürgen Klopp aussi. Est-ce que c'est des noms qui sont toujours d'actualité, en tout cas dans les rumeurs, ou est-ce qu'on parle d'autre chose, notamment Arbeloa ou d'autres? Ouais, c'est toujours ces mêmes noms qui reviennent, mais en fait, c'est tout simplement parce il y a un peu un abus déjà, il y a pas d'idée forcément et puis, en fait, Ouais, c'est très difficile aussi, on a l'impression de gérer ce vestiaire-là, du Real Madrid parce que si Xabi Alonso a autant de problèmes aujourd'hui, c'est parce que, voilà, ce vestiaire, il veut pas forcément travailler, il y a des clans, il y a des blessés aussi, donc ça arrange pas forcément les choses parce que, par exemple, la blessure de Militao qui était quand même quelqu'un de très fiable pour Xabi Alonso, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Ça lui fait beaucoup de mal, lui, au niveau ouais. de son autorité dans le vestiaire et c'est vrai que du coup la figure de Zidane ressort, quasiment à chaque fois qu'il y a une crise comme ça au niveau du Real Madrid parce que, bah, à chaque fois qu'il est revenu, ça s'est plutôt bien passé et parce que, bah, en fait, on se dit, si, tout ce vestiaire-là n'arrive pas à «respecter» entre guillemets, le travail de Xabi Alonso et l'homme, le joueur qui a été Xabi Alonso, est-ce que, ils pourront se permettre la même chose avec Zidane? Voilà, c'est un peu Ouais. cette question-là. C'est pour ça que, le nom est autant évoqué. Est-ce que pour autant, il y aura, enfin, on pourra voir Zidane arriver au Real Madrid? C'est on a l'impression que s'il devait, venir, ça serait déjà fait, en fait. Parce que Florentino Pérez a Ouais. un bon contact avec lui, a son numéro, Zidane a du temps parce que voilà, il a pas de club, en ce moment. Donc en fait, si ça avait dû se faire, ça serait sans doute déjà fait et fait est que c'est pas le cas et que ce licenciement de Xabi Alonso traîne. Donc c'est quand même une grosse incertitude et c'est aussi un peu enfin, ça dit aussi beaucoup de la situation du Real Madrid, cette difficulté à trouver un entraîneur parce que, Ouais. voilà, tout le monde a plus ou moins eu écho des problèmes dans le vestiaire, mais ça veut aussi dire qu'au niveau de la direction, il y a pas forcément une unité, autour d'un candidat et oui, c'est quand même, surprenant qu'un club comme le Real Madrid n'arrive pas à trouver un entraîneur. C'est clair. Bon, il y a un club qui cherche pas d'entraîneur, a priori, c'est le FC Barcelone qui garde le rythme en Liga. Victoire 2-0 contre Osasuna ce week-end. Rafinha, auteur d'un doublé, il a été longuement blessé. Là, est-ce qu'on est en train de le retrouver à un niveau qui se rapproche de son meilleur niveau des derniers mois, des dernières années? Ouais, alors il a mis énormément de temps à revenir de sa blessure, si bien que Ouais, certains, supporters, rigolaient un peu, disaient, «Bah, on n'a aucune nouvelle de lui, est-ce qu'il est mort?» Voilà. Mais le Rafinha qui est revenu dès son premier match, il a déjà amené énormément d'intensité. C'est vraiment ce qu'il fallait au Barça parce qu'il commençait à perdre un peu ce pressing et ces courses constantes ouais. dont est capable Rafinha. Donc son retour avait déjà fait du bien dès le premier match. Là, il marque un doublé. En plus, il y a une très bonne entente avec Lamine Yamal, qui va lui faire du bien à lui aussi, Lamine Yamal, parce que c'est vrai que du coup, en son absence, c'était beaucoup lui, qui portait l'attaque du FC Barcelone et sur qui reposaient un peu toutes les responsabilités offensives.
sachant que Lewandowski ne tournait peut-être pas aussi bien que prévu aussi. Donc ça va faire du bien à tout le monde et ça va au-delà de l'aspect, purement footballistique. C'est vraiment le leadership qu'amène, Raphinha qui va faire du bien et qui va aussi peut-être permettre aussi de passer à autre chose au niveau de Araujo parce qu'il est toujours absent et en son absence, bah, c'est Raphinha qui est capitaine et il assume très bien au niveau du Barça. Donc voilà, ça permet aussi à l'ensemble du groupe du Barça de retrouver une forme de stabilité, et surtout pour les jeunes d'avoir un peu un pilier sur lequel se reposer dans l'effectif. Anna, on va ouvrir le dossier Antoine Griezmann dont on avait parlé en introduction. L'Atlético s'est imposé 2-1 contre Valence ce week-end. C'est Griezmann qui a inscrit le but de la victoire, mais il l'a inscrit en sortie de banc, comme ça lui arrive très souvent de sortir du banc cette saison. C'était la 4e fois de suite qu'il s'asseyait justement sur le banc des remplaçants. Est-ce que tu peux nous raconter cette nouvelle vie d'Antoine Griezmann qui, à pareille époque, la saison dernière, avait démarré beaucoup plus de matchs. Cette saison, il est bloqué à 8 titularisations. Raconte-nous voilà, ce nouveau cadre autour de Griezmann. Oui, alors Antoine Griezmann, déjà, il a prolongé à l'Atlético de Madrid la saison passée. Et Ouais, c'était un peu une question qui restait en suspens parce qu'Antoine Griezmann avait toujours dit que lui, il prolongerait si le club lui demandait de le faire. Donc, bon, bah, fait est qu'il a prolongé, donc c'est que sans doute le club lui a demandé de le faire. On ouais, s'attendait tous vraiment à ce qu'il parte aux États-Unis parce qu'en plus, effectivement, en fin de saison dernière, il jouait peut-être un peu moins, il était peut-être un peu moins influent. Donc, on se disait, bon, bah, ça y est. L'Atlético va tourner la page Antoine Griezmann et puis il va s'en aller. Mais sauf que tant qu'il n'y avait pas de match vraiment prévu pour les adieux, etc., bah, la question reste en suspens. Donc voilà, Antoine Griezmann, il a prolongé en disant bah, moi, je reste à disposition de Simeone. Si lui, il veut que je reste, je vais rester et je vais faire ce qu'il me demande. Et c'est exactement ce qui se passe en ce début de saison, à savoir que bon, bah, l'Atlético a encore recruté, notamment au poste de numéro 10 avec l'arrivée de Thiago Almada, il y a Alex Baena qui est arrivé aussi, donc il y a encore moins de place pour lui dans cet effectif, surtout dans ce rôle un peu hybride entre attaquant et milieu de terrain, parce que c'est déjà ouais. le rôle qu'il avait la saison passée, et, bah, il s'assoit sur le banc et il le vit très bien. En fait, finalement, ce qui ressort dans la presse, c'est dire qu'Antoine Griezmann a une attitude exemplaire. Alors, c'est pas le seul cadre de l'Atlético à subir ce sort-là, parce que cette saison, Koké, c'est pareil, il Ouais. est très très souvent sur le banc. D'ailleurs, il aussi contre Valencia, donc c'est un peu une revanche, on va dire, des briscards, ce match contre Valencia. Mais Antoine Griezmann, il s'assoit sur le banc, mais il est aussi très performant parce qu'il a marqué 5 buts en sortant du banc. Ça fait de lui le remplaçant le plus prolifique des 5 grands championnats européens. Donc voilà, il amène des choses différentes à cet Atlético parce que on a un Atlético qui est quand même très rodé et c'est vrai que lui est peut-être moins sa place dans cette équipe, dans ce 11 en tout cas. Ouais. Mais à la fin du match, Simeone a dit, quand il a marqué ce but, et qui est un but d'ailleurs exceptionnel, je vous conseille Ouais. vraiment de le voir si jamais vous ne l'avez pas vu, Simeone, il a dit, bah, en fait, Koké et Griezmann, je leur ai dit avant le match contre Oviedo, donc il y a quelques semaines, que c'était des joueurs hyper importants et qui peuvent nous apporter en 20 minutes des choses qu'on n'a pas réussi à créer en 70 avant. Donc voilà, c'est des joueurs qui bah, désormais sont des joueurs de banc, de complément, mais qui ont un rôle aussi très important au sein du vestiaire, ce qu'on voit clairement moins. Mais c'est vrai que Antoine Griezmann semble s'être bien adapté à tout ça et lui-même il le dit à la fin de ce match, il dit bah moi je vis dans la meilleure ville du monde, j'ai la meilleure famille du monde et puis on me donne, je suis avec le meilleur club du monde et voilà, on me donne les minutes qu'il faut et j'essaye de faire mon max et pour l'instant on va dire que vraiment ça se passe plutôt bien en tant que remplaçant, même si on imagine qu'il veut jouer plus. Est-ce qu'il a adapté un petit peu son jeu, Griezmann? Parce qu'on imagine que s'il joue moins, qu'il démarre plus sur le banc, c'est qu'il est peut-être moins capable aussi d'avoir ce rayonnement tout-terrain qu'il avait avant. Est-ce qu'on le voit par exemple un peu plus proche de la surface ou est-ce qu'il participe toujours autant en jeu, mais du coup sur des périodes beaucoup plus restreintes? Non, il est resté vraiment dans son registre et c'est d'ailleurs là-dessus Ok, qu'attend clairement, Simeone parce que, voilà, il a une capacité quand même technique qui est assez extraordinaire et c'est vrai que, bah, quand un match peine à se décanter, c'est quand même bien de pouvoir faire entrer un Antoine Griezmann. Le contrôle qu'il fait, c'est, une qualité technique, voilà,
hors norme, on va dire. Simeone, il était d'ailleurs à prier le ciel, quand il a vu le contrôle de Griezmann. Il a dit: «J'ai remercié parce que son talent est tellement incroyable». Donc non, non, il reste dans ce registre-là, un peu hybride, voilà, d'attaquant, mais capable de jouer un peu 10 voire 8 quand il y en a besoin. Donc vraiment, ouais, tout terrain finalement. En fait, il reste dans le registre d'Antoine Griezmann, de celui Ok. qu'on a vu ces dernières années. Mais c'est dans ce registre-là finalement qui fait la différence parce que par exemple, à la fin du match, ça n'a pas compté en passe décisive parce que Sorloth n'a pas marqué, mais c'est lui aussi qui fait un très bon centre comme ça. Donc en fait, il est vraiment capable de toujours faire quasiment autant de choses, mais peut-être effectivement sur moins de minutes, d'où le fait qu'il ne démarre pas les matchs. Bon, on prend toujours autant de plaisir à le voir évoluer et on va suivre sa fin de saison avec beaucoup d'intérêt, Antoine Griezmann. Merci beaucoup, Anna, pour tous tes éclairages. On va te laisser, te souhaiter une bonne fin d'année. Et nous, on va le rejoindre, Guillaume Pacini, du côté de la Serie A. Salut, Anna. Allez, on termine ce tour d'Europe en Serie A. On rejoint Guillaume Pacini, notre spécialiste du football italien. Salut Guillaume, on est content de te retrouver parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Serie A. On avait parlé de l'équipe nationale la dernière fois et des difficultés à se qualifier pour la Coupe du Monde. Là, on va parler de choses plutôt positives pour le foot italien, notamment de ce qui se passe en haut du tableau de Serie A, cette course au titre assez passionnante cette saison. Je fais un petit récap de ce qui s'est passé ce week-end. Le Milan a concédé le nul 2-2 contre Sassuolo. Naples s'est incliné sur la pelouse de l'Udinese. L'Inter a battu le Genoa. La Juve a battu Bologne. Il reste la Roma lundi soir. Si la Roma gagne, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, les 4 premiers se tiendront en 3 points. À toi, Guillaume, explique-nous qui est favori, qui a la meilleure série, voilà. Raconte-nous cette course au titre. Écoute, Arthur, déjà, je suis très fier que tu suives autant le football italien. Je vois que tes devoirs ont été révisés, que tu as vu tous les Bien matchs, sûr. évidemment, du championnat dimanche. Donc, En ça intégralité. fait énormément plaisir. Non, évidemment, tu as tout dit, tu as bien résumé. On va attendre de voir ce que fait la Roma. En tout cas, pour l'instant, on a 3 équipes en 2 points. Pour la première fois de la saison, l'Inter a pris la tête seul depuis Ok. l'arrivée de Christian Chivu l'été dernier. Donc, ça faisait longtemps quand même que l'Inter n'avait pas été seul en tête. Et elle profite évidemment des faux pas du Milan et de Naples. Mine de rien, tu sais, finalement, l'Inter a perdu 4 matchs déjà cette saison. Le Napoli a perdu 4 matchs. L'AC Milan, un seul. Et finalement, tu vois, c'est tellement une saison assez particulière où vraiment tu as l'impression que Milan fait beaucoup de nuls, ça ralentit contre les petits. Donc voilà, c'est une saison très spéciale et on voit que pour l'instant, il n'y a aucun favori qui se détache. Sur le papier, en tout cas, les deux, on va dire, équipes que tout le monde annonce comme les favoris, c'est Napoli et l'Inter par rapport à l'effectif, par rapport au recrutement qui a été effectué. Donc on va dire que c'est les deux qui se détachent sur le papier. Si on regarde le classement, c'est ouvert pour tout le monde. On verra si l'Inter et Naples arrivent à se détacher. Mais en tout cas, on a vraiment une course au titre haletante et on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains matchs. Surtout qu'en Italie, il n'y aura pas de trêve hivernale. Donc, ça va rapidement se décanter, notamment avant fin janvier où il y aura des confrontations directes. Donc, on en saura plus d'ici quelques semaines. En tout cas, pour l'instant, 3 équipes en 2 points, c'est un bonheur pour nous suiveurs. Cette équipe de Naples, justement, dont tu parlais et que tu nous classes parmi vraiment les gros favoris, elle a réussi à se remettre un petit peu des turbulences qu'il y a eu avec Antonio Conte. Alors là, on sort d'un week-end où il y a eu des fêtes à la clé, mais est-ce que l'actualité autour du club s'est un petit peu apaisée? Alors, un petit peu, c'était après le match à Bologne, avant la dernière trêve internationale, où Conte avait, pour citer une phrase, il avait dit « je ne veux pas accompagner des morts ». Bon, voilà, c'est une phrase quand même assez forte et assez puissante. Donc, oui, ça s'est calmé, mais on arrive quand même d'une semaine, Arthur, à 2 défaites. Une en Ligue des Champions sur la pelouse du Benfica de José Mourinho, une face à l'Udinese, et c'est déjà la 4e de la saison. Donc, Antonio Conte, il a répété après le match, il a dit que ce serait une saison compliquée parce qu'il a dit, encore une fois, il se plaint de l'effectif, il dit pour jouer 2 compétitions, on sait que la C1, Arthur, ce n'est pas sa compétition favorite, il a toujours eu un peu de mal en Ligue des Champions, mais il dit qu'il faut un effectif, on va dire, de niveau. Pour lui, selon lui, l'effectif, il n'est pas totalement, alors qu'il a quand même eu un gros recrutement l'été dernier. Ouais, il a recruté du monde, il a recruté Højlund, il a recruté vraiment, il y a eu des dépenses qui ont été faites pour lui, De Bruyne qui arrive, alors malheureusement qui est blessé. En tout cas, l'effectif, il est pléthorique de Naples, un peu comme celui de l'Inter. Mais en tout cas, l'ambiance générale, on va dire, est moins agitée qu'après ce match
face à Bologne. Mais sur le terrain, en tout cas, on voit encore une équipe qui a du mal à enchaîner et qui n'a pas du tout le même niveau de concentration, d'implication, d'envie que la saison dernière. Où vous avez une compétition à jouer, c'était le championnat. Donc, c'était forcément plus facile, avec un match par semaine, de te focaliser sur ça. Cette saison, il y a la Coupe d'Italie, il y a la Ligue des Champions, il y a le championnat. Et on voit que Conte a du mal vraiment pour l'instant à faire marcher en tout cas cet effectif-là qui est plus grand que celui de la saison dernière. Et ça, il a vraiment du mal pour l'instant. Guillaume, on va aller complètement à l'opposé du classement. On a parlé de course au titre, on va parler de course au maintien. Avec un club qui traverse une crise quasiment sans précédent, c'est la Fiorentina. Oui. La Fiorentina, dernière du championnat, 15 matchs cette saison, aucune victoire, 6 nuls et 9 défaites en Serie A. Tu m'as dit quand on préparait l'émission, la ville est en feu. J'ai envie que tu m'en dises un petit peu plus et que tu nous racontes le contexte autour de cette équipe qui visait l'Europe quand même en début de saison. Heureusement, elle n'est pas littéralement en feu parce que c'est quand même une très belle ville. Florence, vous n'êtes jamais allé, allez-y, parce que c'est une ville d'artistes historiques en Italie, la ville de Dante notamment. Mais elle est en feu parce que il y a des banderoles de partout. On a fait un papier la semaine dernière sur Eurosport.fr où notamment il y a cette banderole, vous êtes la honte de cette ville, parce que tu as rappelé les chiffres, Arthur. 0 victoire en 15 matchs. C'est seulement la 3e fois de l'histoire de la Fiorentina. Malheureusement, pour les tifosi de la Viola, on rappellera que jamais une équipe ne s'est sauvée avec 6 points après 15 matchs. C'est du jamais vu. Et en fait, la vraie question que tout le monde se pose, même sur les réseaux, c'est mais comment est-ce possible qu'une équipe qui a fait 2 finales de Conference League ces dernières années, alors toutes les 2 perdues, mais 2 finales quand même, qui est arrivée 6e la saison dernière, qui après 15 matchs, Arthur, l'année dernière, était première au classement avec l'Atalanta, aujourd'hui se retrouve lanterne rouge, avec des noms quand même ronflants. Moiskin, international italien, ancien du PSG, ancien de la Juve, Gudmundsson, Gosens qui est là, Fagioli, Mandragora, Derea dans les buts. On a quand même une équipe sur le papier qui a du niveau, qui n'a pas perdu grand monde l'été dernier. Et en fait, cette saison, Arthur, de la Fiorentina, elle me rappelle beaucoup celle de l'Olympique Lyonnais. Tu te souviens quand l'Olympique Lyonnais un peu était en zone rouge, ça parlait beaucoup du maintien. En fait, la Fiorentina est en train d'un cercle vicieux. Alors, il faut savoir que la Fiorentina, la ville de Florence, est très exigeante sur la beauté, sur la culture, sur ce que dégage. C'est une ville avec beaucoup d'ambition. Okay. Et au début de la saison, c'était Stefano Pioli, l'entraîneur, et il a dit en conférence de presse, il a dit, nous, notre ambition, c'est la Ligue des Champions. Donc voilà, il visait clairement le top 4. 90 millions d'euros de dépenses sur le mercato d'été. Et puis, un match après l'autre, une défaite après l'autre. Il y a une espèce de psychodrame qui s'est instauré. Et à l'image de l'OL à l'époque, avant que Pierre Sage n'arrive et sauve les meubles en emmenant, tu me diras si je me trompe Arthur, en emmenant l'OL en Europa League à la dernière journée. Absolument. En fait, c'est ça, redescendre les ambitions, te mentaliser au maintien, avoir des joueurs qui ont l'habitude de jouer, j'ai envie de te dire, par exemple, en salissant le short, vraiment avec la hargne. La Fiorentina n'a pas ces joueurs-là. Et en fait, le nouvel entraîneur, parce que Stefano Pioli, entre-temps, a été débarqué. On rappelle que Pioli, c'était l'ancien entraîneur du Milan AC, qui était en Arabie Saoudite, qui est revenu, salaire de 3,5 millions d'euros, projet sur 3 ans, viré après quelques mois parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités pour donner un peu d'électrochoc. Il a été viré. Paolo Vanoli est arrivé. Et depuis qu'il est arrivé, Paolo Vanoli, c'est 2 nuls, c'est 3 défaites en championnat. Alors, la Conférence League, c'est un peu mieux, mais… Et en fait, la Fiorentina a cessé de glisser. Et aujourd'hui, elle a 8 points de retard sur le premier non relégable. Et cette situation autour, vraiment, le mot parfait, c'est le psychodrame. Parce qu'aujourd'hui, Arthur, au moment où on parle, la Fiorentina est en mise au vert, le fameux retiro que De Zerbi a amené à Marseille, le fameux retiro. Donc la Fiorentina est en mise au vert, c'est-à-dire que les joueurs vont être sans entraînement jusqu'à une durée indéterminée sans voir leur famille et en restant vraiment pour se concentrer sur l'objectif. Hier, aucune déclaration après le match. En Italie, ça s'appelle le silenzio stampa, donc littéralement le silence à la presse. Et en fait, voilà, la Fiorentina est dans une espèce de psychodrame de bulle où en fait les joueurs ne se rendent pas compte du drame sportif qu'est en train de vivre une ville. Et quand je disais avant de préparer l'émission, la ville est en feu, c'est parce que vraiment, même ce matin en écoutant un peu les radios à Florence, les gens sont en colère. Hier, il y avait des gens en larmes en quittant le stade de Artemo Franchi. Et 8 points de retard sur le premier non relégable, c'est très, très compliqué.
On verra en janvier s'il y a une espèce de révolution sur le mercato pour tenter de sauver ce qu'il est. Mais pour l'instant, on est vraiment sur quelque chose de dramatique pour un grand club italien, Arthur. Hein. La Fiorentina, c'est Rui Costa, la Fiorentina, c'est Batistuta, et pas une relégation depuis 2001-2002. Donc, on assiste à quelque chose de totalement inattendu et vraiment d'un drame sportif. Effectivement, c'est un vrai drame sportif et le chiffre que tu as donné sur les 90 millions d'euros de dépenses de l'été dernier la rend encore plus dramatique, cette situation. Merci Guillaume pour toute cette analyse. On te retrouve en 2026 dans Tour d'Europe. D'ici là, on te souhaite une très bonne fin d'année. À bientôt Guillaume. Merci Arthur. Voilà, Tour d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui, c'est terminé pour cette année aussi. Donc, il nous reste à vous souhaiter de très bonnes fêtes. Le cadeau que vous pouvez nous faire, c'est d'aller vous abonner à la chaîne YouTube d'Eurosport France, de mettre les petits commentaires sous les vidéos, de partager. Vous connaissez un petit peu le topo. Voilà, on vous souhaite de très très bonnes fêtes. On se retrouve en 2026. Bonne semaine à tous, bonne fin d'année à tous.